La danse, c'est beau à voir, ça passionne, ça électrise, mais savez-vous à quel point ça peut changer toute une vie? Notre témoin aujourd'hui raconte son expérience du ghetto au prestige grâce à cette activité. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires sur RTI 1. En seconde phase d'émission, toutes vos questions liées à l'actualité Covid-19 en compagnie du docteur Linda Caboret. Et tout de suite, l'ouverture avec la bio de l'invité élaborée par Marie-Ange Miem et dite par Nafi Touré. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une véritable star, adulée par des milliers de fans à travers le monde. Avagis, de son vrai nom Afouba Valentin Ghislain, né le 21 février 1985 au Cameroun, est un artiste chanteur, auteur-compositeur, interprète, chorégraphe, danseur, réalisateur et producteur. Marié et père d'un enfant, il fait partie des artistes musiciens africains qui font de l'art pour l'art. Aîné d'une famille de 7 enfants, il arrête l'école au secondaire et se consacre à sa passion. Autodidacte, c'est en 2002 qu'il débute sa carrière dans un groupe de danse traditionnelle appelé Adjap. D'abord comme danseur et ensuite comme chorégraphe, puis intègre un groupe de musique un an plus tard. Après de multiples tournées internationales, Avagis décide de se lancer dans une carrière solo. Auteur de plusieurs albums à succès, il réussit à faire une fusion entre les rythmes traditionnels et sonorités hip-hop afrobeat qu'il surnomme World Fusion. Une passion lui ouvre des portes sur le monde. Découvrons toute son histoire avec Jean-Michel Aunin. Monsieur Afouba Valentin Ghislain, c'est mardi, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue en plateau. Comment allez-vous? La grande forme? Merci. Très bien, très bien. D'accord, Merci. voici qui nous rassure. De mon bidonville de Yaoundé, la danse m'a ouvert une fenêtre sur le monde. C'est bien le thème de ce jour. Allez, docteur Philo, vous êtes là. Bonjour à Cassandra, bonjour mon cher Paulus Agato. Bonjour Michel. Voilà, bonjour aussi à Espérance Kouakou, mon assistant. Merci pour le bon travail ou le bon boulot. Et tout de suite, docteur Philo, vous allez vous aussi libérer l'artiste qui est en vous à travers cette opinion sur le sujet. Le thème du jour, selon Dr Philo. Alors, vous parlez de l'artiste qui était à moi. Je suis également un artiste, concepteur de la danse de la laideur, le Samakapo, vous le savez bien. C'est une danse qui n'a pas connu beaucoup de succès. si, c'est vous qui ne connaissez pas la chanson. Sinon, ça marche beaucoup en Libye. Alors, ça vous dit que dans la vie, c'est pas parce que... C'est bon pour le moral. Mais parlant de votre assistant à Espérance, c'était danseur aussi. Si, il en a du talent. C'est un danseur. Ben, malheureusement, il est classé dernier avant tout ça. Vous êtes d'humeur taquine aujourd'hui. Mais pour revenir au thème, ça vous dire que c'est pas parce qu'on est né dans un quartier pauvre qu'on est destiné à être pauvre toute sa vie. Non, non, non. Et puis regardez, généralement, ceux qui viennent des bidonvilles, de ces quartiers précaires-là, c'est des vrais stars. Et quand ils commencent quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Je veux dire que grandir même dans un bidonville, c'est un privilège. Parce que quand tu grandis dans la pauvreté, tu sais toujours à devenir riche. Quand tu deviens riche comme ça, tu vois, tu as deux manières de vivre. C'est-à-dire tu as vécu la pauvreté et puis tu as vécu la richesse. Mais quelqu'un qui est né dans l'argent, dans les bourgeois villes, et puis, bon, il ne connaît pas la galère. Mais quand il arrive au jugement dernier chez Dieu, on dit, mais tu as grandi où? Riche. L'autre, la pauvreté et la richesse. Là, 2 points. Ça, c'est très, très important. Regardez Didier Drogba. Didier Drogba, c'est un enfant de pognon. On a parlé même du 16 arrondissement derrière Yopougo, Samuel Oto, qui aussi a grandi dans un bidonville. Donc, généralement, à Newbel. Voilà. Comment? Newbel. Newbel, voilà, nouveau joli. Donc, c'est des endroits comme ça. C'est pour vous dire que quelque part, c'est ça. C'est l'école de la vie. Et généralement, quand vous grandissez, vous savez, au fait, la danse, c'est toute une communication corporelle. Vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez, vous communiquez. Et le pied, vous voyez, arpenté. Aïe! C'est la communication, l'expression corporelle. Ça, c'était de la grimace ou de la danse? Non, 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 non. Il y a tout, vous voyez, quand tu fais ça, quand vous faites, ça vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, écoutez. Il y a toute une communication et tout. Et quand vous grandissez dans des bidonvilles comme ça, vous communiquez mieux. Vous communiquez mieux. Il y a certaines personnes même qui disent que, il y a certaines personnes qui sont tellement pauvres que ces personnes-là n'ont seulement que de l'argent. Ça veut dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ta vraie richesse, c'est l'école de la vie. C'est là où tu as grandi. C'est ce que tu as, ta potentialité. C'est ce que vous mettez en exergue. C'est le plus important. D'accord. Pauvre, riche, tout. Mon frère, ta richesse là, c'est ton talent. Merci beaucoup. beaucoup. Faites bien de mettre ce talent des airs. Et vous êtes connu dans le monde entier. Félicitations. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Cassandra, savez-vous danser? Oui.
Oui, d'accord. C'est quoi la danse, votre danse favorite? Ah, j'aime tout, moi, je danse tout. Tout. D'accord. Vous dansez le zouk? On va essayer de poser cette même question aussi aux Ivoiriens et avoir leur réponse grâce à Chris Paternacé. Chris Paternacé, c'est votre opinion. Jean-Michel, aujourd'hui c'est dans la rue du Plateau que je vous retrouve, dans une atmosphère qui est aujourd'hui source d'anxiété généralisée. Tous les moyens sont bons pour déstresser. Et la danse, dit-on, est le reflet d'une époque, l'inspiration d'un moment. Cela dit, savez-vous danser? Votre opinion nous intéresse. Bon, la danse pour moi c'est un bon BT. C'est une manière de se mouvoir, de libérer le corps, de libérer une certaine énergie dans le corps. Voilà, donc avec la danse, c'est une manière aussi de s'exprimer. C'est ce qu'on ressent. Je me débrouille. Et je suis fier de moi, dans la débrouillardise. Non, je me débrouille un peu, pas beaucoup. Ouais, je me débrouille un peu, quand je suis à la maison souvent, je me débrouille un peu, je fais un petit geste, mais pas trop quoi. Nous on danse, musique, comme Mbalak. C'est en Wolof on parle ça quoi. Si je parle Mbalak là, tu ne peux pas connaître. Moi, quand j'étais plus jeune par rapport à aujourd'hui, je dansais. Mais maintenant, je ne danse plus. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bon, maintenant, je ne sais plus danser comme avant. La danse, c'est un loisir, c'est un grand loisir. C'est un grand loisir, ça peut distraire l'homme, ça fait que l'homme se sent à l'aise dans sa peau. Dans certaines cultures, elle est sacrée ou bien même magique. Avec le temps, la danse est pratiquée pour exprimer des émotions ou pour se divertir. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup, Chris Patern. J'ai vu ce passant danser. J'ai pensé tout de suite à Ibrahim Fofana, qui est une catastrophe. Il fait partie de l'équipe C'est Midi. Alors, mon cher Afouba Valentin Ghislain, cher monsieur, pour cette émission, on vous appellera Avagis. Voilà, c'est votre nom de scène. Vous avez essayé de combiner un peu le A de Afouba, le Va de Valentin et le Gis de Ghislain. Voilà, pour garder votre identité d'une certaine façon. Vous parlez Etone, c'est une langue camerounaise. En Etone, on dit Mamakiri. Mamakiri, yeah, exact. D'accord. Dis bonjour. Onemboire. Onemboire, comment tu vas? Où tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ok. Et Metevenga. Metevenga, merci. Merci. Ah non, je commence à être bon. J'adore ça. Allez, bienvenue sur ce plateau. Merci. Avagis, vous êtes né à Mokolo, c'est un célèbre bidonville de Yaoundé. Ouais. Vous avez été élevé par votre mère, une mère seule, et plus tard par votre grand-mère, dans une maison quasi sans électricité pendant quelques années. Mémé était ce qu'on appelle au Cameroun Bayam Sela, c'est-à-dire des petites vendeuses ou vendeuses de petites choses. C'est pas le grand commerce. Hein. Non, c'est pas le grand commerce. Le commerce de survie. Pour vous aider au quotidien, vous avez fait école jusqu'en 4e classe F4, froid et climatisation, avant de décrocher des cours et vous orienter vers la danse, un univers qui va finalement révolutionner complètement votre vie. Exact. Alors, quel souvenir avez-vous de la précarité quotidienne dans laquelle vous avez vécu, ou je dirais même plus précisément vivoté pendant quelques années, ou plusieurs années, plus de 10 ans? Ouais. En ce moment, c'est comme dans un rêve. Par exemple, aller puiser de l'eau de Mokolo à la carrière. C'est un peu comme Cocody et Makori. Vous trouvez de l'eau. Et avec Cocody, Makori. Bien sûr. Seulement de l'eau. Bon, après, ça dépend de quel point de Cocody, parce qu'il y a plusieurs quartiers à Cocody. Ah non, on va dire Cocody Danga. Cocody Danga. D'accord. Donc, quand je revois ça, je me dis, mais non, c'est impossible. C'est impossible. Rester dans l'obscurité pendant des jours et des jours parce qu'on ne peut pas payer l'électricité, c'est des souvenirs vraiment... pour moi, je ne sais pas, on dirait même ça m'a forgé, au fait, parce que ça m'a rendu vraiment humain. C'est sûr, c'est sûr. Donc, quitter de ça à ce que je peux voir aujourd'hui, je me dis, mais oh mon Dieu, d'accord. Tout n'est pas que matériel. Et comment combien de fois vous nourrissiez à l'époque, par jour? Vous vous souvenez de ce que vous mangiez aussi? Voilà une chose. Pour qu'on puisse toujours établir la différence. Je disais une chose à ma fille, il y a de cela quelques jours encore, que je me rappelle. Par exemple, le poulet. Pour manger un poulet, je mangeais le poulet si j'ai eu la chance, parce que ce n'était pas toutes les années, une fois par an, et un morceau de poulet. Un morceau. Il y avait des jours, je pouvais faire 8 jours sans manger. Ça veut dire boire du sucre
pour survivre. C'était quoi, sucre et gari ou Le gari, il fallait avoir de l'argent. Un morceau de sucre ou 2 morceaux de sucre avec de l'eau chaude, juste pour garder le ventre, et tromper le ventre, en fait. Ouais, on arrivait à faire ça. Ou sortir, essayer de couper des herbes dehors, là, et faire avec du riz, si on a eu la chance d'avoir du riz. Voilà. Vous précisez que c'était des herbes comestibles. Hein, c'est pas, Ouais, non, pas n'importe. Bon, peut-être c'était même mauvais, mais au moins, je vais dire, pour nous, il y avait pas, on n'arrivait plus à distinguer quelle herbe est bonne. Si on ne meurt pas, ça veut dire qu'elle est mangeable. Voilà. Bon, au moins, vous saviez qu'elles étaient comestibles. Voilà, on ne va pas se faire peur quand même. Alors, que faisait votre mère? J'ai précisé l'activité de votre grand-mère, puisque vous avez grandi. Oui, ma mère, en fait, ma mère, c'était une gamine à l'époque. Elle avait, je crois, ma mère m'a eu, elle avait 14, 15 ans. Donc, c'était carrément une gamine. De temps en temps, elle pouvait aider ma grand-mère au commerce, parce que ma mère, elle n'a pas fait d'études. En fait. Elle n'a pas fait d'études. Donc, elle ne pouvait pas travailler et son âge ne lui permettait pas d'être peut-être ménagère ou quoi que ce soit. Donc, elle aidait sa mère de temps en temps dans le commerce. Voilà. Donc, c'était une situation fragile. Hein, exact. Heureusement, vous, contrairement à votre mère, vous avez eu la chance d'aller à l'école. Oui, parce qu'elle s'est battue, elle pouvait payer au moins l'école. C'était l'école publique? Oui, c'était l'école publique. J'ai fait l'école publique. Et voilà, elle s'est battue au niveau où elle ne pouvait plus. Et c'est là où j'ai arrêté aussi. Pourquoi avez-vous décroché des classes? Parce que j'ai été renvoyé. J'étais aussi un enfant turbulent. Parce que j'avais pas... Vous savez, un enfant qui vit sans père, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Un enfant a toujours besoin de quelqu'un qui est derrière lui. Moi, je ne l'avais pas. Donc, j'avais ma grand-mère qui voulait me voir vivre, qui voulait me voir heureux, malgré... Qui voulait vous voir devenir quelqu'un avec les peu de moyens qu'elle avait. Donc, elle ne pouvait plus être dure avec moi. Donc, j'étais vraiment un enfant libre. Et qui dit enfant libre dit enfant perdu. Parce qu'on pense que laisser donner la liberté... Il n'y avait pas une discipline ferme. Il n'y a pas de discipline. Et un enfant... Pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Donc, du coup, je faisais tout ce que je voulais. Et pour un enfant, étudier, ce n'est pas sa priorité. Surtout quand il a le ventre vide. Exactement. Après, ce n'est pas qu'on essaie de justifier. Hein. Il y a eu des enfants dans des circonstances comme ça, mais qui ont continué. Ouais, j'ai des camarades qui ont continué, qui ont eu leur doctorat et tout. Donc, je ne peux pas prétexter de ces conditions pour justifier votre côté bad boy. Exact. Je suis d'accord. Vous dormiez à la maison quand même quand vous sortez le matin, la nuit vous rentrez? Pas tous les jours. Ça dépendait. Quand on est libre, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on sent. Et qu'est-ce que vous faisiez? Je pouvais me retrouver avec des amis. Voilà, j'ai fait des coups. On allait voler. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas mentir. Voler pour manger, c'est ça, vous voulez dire? Ouais, quand on a faim, on est prêt à faire presque du n'importe quoi pour survivre. Voilà. Donc, on allait essayer de voler. Mais c'est vrai que c'est parce qu'eux, ils m'amenaient, ils m'entraînaient, en fait. Parce que après quelques années, ça ne m'intéressait plus aller voler ou aller... Non, ça ne m'intéressait plus. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, je me laissais entraîner par eux. Je le faisais pour leur faire plaisir. Et comme je n'avais pas de contrôle, il n'y avait personne qui était derrière moi. Donc, du coup, je le faisais, je le trouvais normal. C'est un peu ça. Heureusement que le fils prodigue est revenu à la maison. Et à morale. C'est peut-être ça ce qu'on va garder dans cette histoire. Ouais. Et vous vous êtes intéressé à un certain moment à l'univers artistique, précisément à la danse. À la danse. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Ce déclic, en fait, il me vient en 2000. En 2000, je suis renvoyé, on m'a renvoyé dans tous les établissements de la ville, on ne voulait plus de moi. À la maison, mes oncles qui contrôlaient déjà la situation aussi, déjà étaient fatigués de moi. Donc ma grand-mère n'avait plus de contrôle parce que là, elle était déjà un peu âgée. Et j'ai décidé de rentrer chez ma mère. Voilà, d'aller vivre avec ma mère.
Et là-bas, un soir... Votre mère habitait Mokolo, toujours ma mère était déjà dans le quartier Tetak. Tetak. Et Tetak. Et Tetak, ça veut dire flaque d'eau. Voilà, c'était aussi un autre... c'est pas loin de Mokolo, c'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est un donc quartier... On est toujours dans la galère de la périphérie. Bien sûr, mais c'est un quartier qui a été détruit. En fait. Il a été détruit parce que c'était pas vraiment... Construit sur une zone inondable. Exactement. Ok. Exactement. Et Tetak. Donc, je suis allé là-bas et le jour où je suis arrivé, il y avait un danseur professionnel qui avait un deuil. Il avait perdu sa sœur. Et comme chez nous, des deuils, c'est parfois des fêtes, c'est des moments pour quelqu'un de galère comme moi qui va toujours chercher là où il y a un peu de bouffe. Je suis allé, voilà. Et là-bas, j'ai toujours aimé la danse. En fait, la danse m'a toujours gardé. Toute ma vie, la danse m'a gardé. Ma mère, elle aimait me faire danser, même quand elle était en colère. Voilà. Donc, je suis allé, je me suis éclaté. Voilà, je me suis vraiment laissé aller. Et le danseur, il a vu quelque chose en moi. Il s'est approché, il m'a demandé si je dansais dans une compagnie. Je lui ai dit non. Et il m'a demandé, as-tu pris des cours quelque part? J'ai dit non. Il m'a dit, bah, alors tu as du talent. Ce que tu peux faire, après le deuil, viens nous retrouver et essaye de commencer à travailler avec nous. Et c'est comme ça que je suis entré dans la danse. D'accord. Et ce monsieur représentait une troupe de danse? Oui, il dansait dans je crois que c'était la plus grande troupe du Cameroun, Phoenix, gérée par la promotrice, s'appelait, pardon, pour savoir, Mbala. Son nom, c'est Mbala. Je crois qu'elle est vraiment très connue dans le monde de la danse. D'accord. Donc, c'était sa troupe à elle. Et je crois que c'était la meilleure troupe, en fait, au Cameroun. Et vous avez rejoint cette troupe en quelle année? Je crois 2002, parce que j'entre en 2002, j'entre et tout s'est passé très vite. Ça a été très vite pour moi. Vous avez fait combien de temps? Avec eux, j'ai fait des mois. On va parler de moi. J'ai fait peut-être 2 mois avec eux, pas plus. Et qu'est-ce que vous y avez appris? Bon, un peu de discipline parce que je danse naturellement. Mais je crois qu'il n'y avait pas la discipline dans ce que je faisais. Donc, j'ai appris un peu de discipline, un peu de chorégraphie, la scène, hein, comment on va dire, le langage scénique. Parce que, voilà, ça nous aide souvent. Comment se comporter sur une scène et tout. Et quand on est dans une troupe aussi célèbre ou réputée, on a envie de passer quand même un bon moment et de profiter de tous les avantages. Bien sûr. 2 mois, c'est court. Oui, mais le problème, est-ce que la nature vous a rattrapé? Non, mais le problème, c'est qu'avec eux, nous, on ne bénéficiait pas de ces avantages, au fait. Parce que nous, c'était comme l'équipe junior, senior et les juniors. Donc, les avantages, c'est pour les seniors. Peut-être même que vous étiez la réserve. Voilà, on était comme une petite réserve. On était la pépinière des seniors. D'accord. Voilà. Donc, déjà, moi, comme enfant libre, je me sentais un peu prisonnier. Je me sentais dirigé et je n'aimais pas. Alors, je suis parti. Et à peine je suis parti, je crois 2-3 jours après, j'avais des camarades qui m'ont appelé, qui fonctionnaient déjà dans une petite troupe. Comme on dit chez nous, c'est mieux de jouer dans une petite équipe, mais jouer vraiment, que de jouer dans une grande équipe. Plus de temps de jeu, il faut parler comme les footballeurs, plus de temps de jeu. Pas exact. Donc là-bas, j'avais la possibilité de donner des ordres, de m'exprimer et voilà, de m'épanouir. C'est pour ça. D'accord. Et donc, dans votre parcours aussi, en 2003, je ne sais pas si on parle de la même troupe, vous avez monté une troupe qui s'appelait Melting Pot. Melting Pot, oui, un groupe de... Vous faisiez partie des membres fondateurs? Ouais, je faisais partie des membres fondateurs. Ouais. Parce que dans l'autre groupe des seniors, dans le Phoenix, il y avait un danseur là-bas, l'un meilleur danseur, qui aimait ma façon de faire, ma façon d'être fou, en fait. Ma façon d'être libre, de m'exprimer. L'électron libre. Exactement. Je n'étais pas... Il n'y avait pas façon de me contrôler, en fait. Donc, il aimait ça en moi. Il aimait cette folie-là. Et il m'a proposé de créer un groupe. On a créé un groupe de 5 membres. Et voilà, c'est comme ça qu'on Et c'était quoi vos activités? Nos activités, c'était chanter. Ouais, chanter. Donc, lui aussi, c'était une façon de sortir de la danse, de s'exprimer, de s'exprimer d'une autre façon. Donc, cette fois-ci, vous avez une nouvelle corde à votre arc, c'est-à-dire la danse. La danse. Déjà un acquis, et le chant. Le chant qu'on a ajouté. Mais il fallait apprendre à chanter. Bien sûr.
Bien sûr, il fallait. Mais moi, déjà, je faisais du rap Ok. dans ma douche. Dans ma- Je pense que c'est le seul moyen où on peut faire des Je faisais du rap dans ma douche. Il y a un rap claquette avec... Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, bon, lui, il connaissait chanter parce qu'il avait déjà fait presque le tour du monde. Il avait fait l'Asie, l'Amérique. Donc, il avait travaillé déjà avec des danseurs parce qu'il faisait de la musique de recherche. Donc, il avait travaillé avec des danseurs, des chanteurs. Il avait déjà un peu de connaissances. Donc, il nous aidait, il nous orientait. Donc, vous appreniez aussi au contact de vos camarades du groupe? Du groupe, bien sûr. Et comment est-ce que ce groupe Melting Pot a changé votre quotidien? Est-ce que vous commenciez à vous faire connaître, à gagner de l'argent? Oui, parce que une fois qu'on crée le groupe, on a la chance, à partir de la danse, des contacts qui apprécient, on va dire, la nouvelle face qu'on montre. Donc, on a la chance, il y a Médecins Sans Frontières qui est juste là à la porte. Il y a le VIH qui est en train de tracasser les gens et par hasard, on avait écrit une chanson sur le VIH. Ça a fait un ouf. C'est devenu comme une sorte l'hymne, voilà. De sensibilisation. Exactement. Donc, du coup, ça nous faisait déjà gagner. On sortait de celui qui buvait du sucre. Et qui mangeait des herbes. Ou qui mangeait des herbes avec du riz. Pouvait déjà avoir un petit salaire de 300 000 pour garder des poches. Voilà, parce et ça, c'était dû au fait que Médecins Sans Frontières avait produit votre premier album? Oui, il nous produit et il nous utilise. En 2006, l'album s'appelait État d'urgence. État d'urgence. Et la cause que vous défendiez, c'était c'était un message, c'était de sensibilisation, en fait. C'était une chanson pour sensibiliser la population à l'usage des condoms et bon, s'abstenir pour ceux qui pouvaient. Parce qu'en réalité, on savait que abstinence, c'était un peu de n'importe quoi. Alors, est-ce que vous aviez, à partir de cet album, pu avoir des sollicitations ici et là à différentes cérémonies pour vos poches, des cachets? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et à quel type de cérémonie vous jouiez? Bon, déjà des campagnes de... Une caravane de voilà, des sensibilisations. Ce qui vous a permis de vous faire connaître? Bien sûr. Déjà, et il y avait déjà aussi des ambassades qui nous invitaient pour aller donner un petit show. Le Centre culturel français qui nous avait déjà laissé son espace où on pouvait venir organiser des concerts et des festivals locaux. D'accord. Et là, on a l'impression que vous étiez en train d'avancer dans la chose. Déjà, vous parlez de 300 000 comme salaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé un peu à votre bidonville, de temps en temps, aller faire un tour et puis... Non, mais j'y étais toujours. Avec 300 000 là, où oui, avec les 300 000, j'y étais toujours. Avec maman à la maison. Bon, j'étais avec ma mère, mais j'avais déjà fait un studio en face parce qu'elle avait du terrain. Ok. Voilà, avec 300 000, je me suis dit, bon, je crois que je me sens déjà un homme. Ouais. Voilà, il faut que je prouve à ma mère, je ne suis pas un enfant perdu. À mes oncles. Vous êtes un enfant retrouvé? Voilà, que j'ai retrouvé le chemin. Donc, j'avais fait un studio juste en face de la maison, sur le terrain de ma mère. Un studio qui a été détruit parce qu'on a détruit le quartier. Et c'est à partir de là, c'était mes derniers moments. Parce que comme je voyageais déjà, à part des petits 300 000 que je pouvais avoir, j'avais déjà des cours de danse dans beaucoup d'endroits, dans des écoles internationales. Vous donniez des cours de danse? Oui, à l'école française au Cameroun, l'école américaine, les écoles privées. Donc, j'étais un peu partout déjà. Et il fallait donc changer de quartier. C'est là où je change pour aller à un quartier plus moderne avec une douche pour la première fois, d'avoir une douche. Et c'était fini les seaux. Et vous avez laissé votre maman derrière ou vous êtes parti avec elle? Je ne pouvais pas partir avec ma maman parce qu'elle est mariée. Ah, d'accord. Voilà, il y a eu toute une histoire. Elle est mariée. Ok, d'accord. Allez, mon cher Paulus Agathon. Alors, on se rappelle que dans vos débuts, vous aviez des problèmes de discipline. Donc, à l'école de danse, ça s'est fait sentir très vite. Il a fallu vous remettre à l'ordre. Mais quelque part, vous avez fait une rencontre de quelqu'un qui, ce côté un peu fou que vous aviez là, a influencé. Est-ce que vous diriez que votre passage dans la rue a été plus un avantage ou un inconvénient? Un avantage. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Pas seulement à ce moment-là, aujourd'hui, il m'aide encore. Il m'aide, il me permet à comprendre beaucoup de choses. Déjà, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, j'ai appris beaucoup de choses dans la rue
qui m'a permis de vivre maintenant. Ça veut dire qu'il m'a donné une façon de vivre plus aisée. Généralement, quand on entend ça, on se pose des questions. Quand quelqu'un dit « j'ai appris beaucoup de choses dans la rue », si vous deviez être précis, vous me direz quoi? Qu'est-ce que la rue vous a appris qui vous sert autant dans cette discipline qui vous fait vivre aujourd'hui? Voilà. Pour déjà quelqu'un qui n'a pas fait des longues études, la vie m'a enseigné beaucoup de choses. La vie m'a donné... Oui, mais c'est beaucoup de choses. Il y a quoi dans ce sac? La façon de vivre. La façon de vivre déjà, c'est fondamental, c'est basique. La façon de C'est quoi la vivre... particularité du lifestyle de la rue? Excusez-moi, je suis là pour ça, c'est mon métier. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, dans la rue, j'ai appris le partage, le respect. Ouais. Ça, on ne me l'a pas appris à l'école. Mais le vol aussi, vous avez volé dans la rue. Oui, mais voilà ce que je veux dire. J'ai volé dans la rue, mais j'ai goûté, j'ai vu. Dans ce vol, j'ai appris. Et on apprend en vol là. Moi, en fait, j'ai appris. Ok. Ça fait qu'aujourd'hui, tu peux laisser 10 millions là, je ne vais pas le toucher. Parce que comme j'ai goûté et j'ai vu que ce n'était pas bien pour l'humanité, ce n'était même pas bien pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Vous êtes allé en prison? Dis plutôt qu'on vous a... Ben, je n'ai pas fait la prison, là, j'ai été chanceux. D'accord. J'ai fait la Mais série. vous avez pris des coups sérieux? Oui, mais j'ai pris des coups Vous avez sérieux. parlé tout à l'heure, vous avez un problème avec la première compagnie sur la discipline. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres. Et est-ce que la rue vous a appris l'humilité? Parce qu'il y a des règles partout. On doit se soumettre. Est-ce que la rue vous a appris l'humilité? Mais c'est dans la rue que j'ai appris ça. En fait, c'est dans la rue que j'ai appris qu'on ne devait pas marcher sur moi parce que je n'ai rien. Ah. Mais vous n'avez pas appris aussi à laisser les autres aussi Mais bien sûr. vous dominer? Oui, mais me dominer positivement, pas négativement. Parce qu'il y a deux façons de dominer, en fait. Si des gens dominent parce qu'ils veulent marcher sur moi, ça ne marche pas. Jamais. Mais si des gens dominent parce qu'ils sont en train de me donner des conseils ou en train de me guider, ça marche. D'accord. Ok, super. Alors, de 2006, 2009, vous avez parlé un peu de vos activités. Vous êtes fait connaître, vous avez commencé à multiplier les invitations, les prestations, les cours de danse ici et là. Vous changez de quartier, ça commence à aller. À quel moment vous vous dites que le monde s'ouvre à vous? À quel moment vous dites ma vie est vraiment en train de changer grâce à la danse? C'est à cette période précise où il y a d'autres épisodes qui vous le confirment vraiment? En fait, je le vois, je le dis, c'est comme une bêtise, c'est que je me retrouve en plein Las Vegas. Ok, je vous le dis clair. Je me retrouve un jour en plein Las Vegas. C'est des endroits que j'ai vus à la télé. Ok, j'ai vu à la télé. Je me retrouve dans un hôtel où je ne devais pas être. Pour moi, je ne devais pas être là. Je n'avais pas vu ça. Vous n'avez jamais imaginé. Voilà, c'est même pas dans des rêves. Les rêves les plus fous. Voilà, donc je me retrouve dans un endroit, et c'est un endroit vraiment où je ne méritais pas être là, je me disais. Et vous y allez grâce à la danse? Bon, la danse m'a ouvert, je vais dire, la danse m'a ouvert la porte, mais ce n'est pas la danse qui m'a amené là, mais la danse a participé. D'accord. La danse a participé, je me retrouve là. Là, on voit sur la photo, c'est vous avec la petite fille? Voilà, ça c'est ma fille. C'est votre fille? Ah, d'accord. Ça c'est ma fille. Et c'était quoi l'activité? Là aussi c'est danse, parce que j'ai commencé à donner des stages de danse, je disais, j'ai créé des mouvements. Par exemple, là c'est le mouvement Sokou, des gens où il fallait être en rouge-noir. Et voilà, s'exprimer, se dégager, et se déstresser. D'accord. Parce que le thème était « On ne vit qu'une fois » aussi. Là, je l'ai toujours, il faut... YOLO, you only live once. C'est comme ça que ça se dit en anglais. YOLO. Ah, YOLO. Oui. Ils ont une façon de dire en anglais « You only live once », on ne vit qu'une seule fois. Ok. C'est un mouvement, effectivement. Allez, donc grâce à la danse, vous avez été en Europe, vous avez été aussi en Amérique du Sud, aux États-Unis. Aux États-Unis, Las Vegas, vous l'avez dit, plusieurs pays. Donc c'était franchement un changement de contexte, de conditions de vie, d'aventure, d'expérience. C'était le voyage, le rêve. Le rêve, voilà. On peut rêver à travers l'image, mesdames et messieurs, surtout quand elle est publicitaire. À tout de suite sur RT1 pour la seconde partie de cette émission. Et voilà, merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur RT1, c'est midi, partie 2, en compagnie d'un enfant de Mokolo, devenu plus clean, plus indépendant, plus grand voyageur, on va dire, grâce à la danse. Il raconte son histoire ici en plateau. Et puis, ratez pas, surtout, le moment avec le docteur Linda Caboret, docteur en pharmacie, avec qui nous allons aborder l'actualité Covid et répondre à toutes vos questions pertinentes de l'heure. Avagis, c'est votre nom de scène, on le rappelle. Tous ces voyages-là, vous avez fait au sein du groupe, enfin en groupe, ou tout seul?
Là, je l'ai fait seul parce que le groupe, c'était un groupe de voyageurs à la base. Donc, d'autres Et quand sont je allés dis en groupe, c'est parce que je rappelle que vous avez créé, pour ceux qui n'ont peut-être pas fait attention, un groupe de danse. de danse, ouais. Voilà, donc ma question c'était de savoir si c'est avec le groupe de danse que vous allez faire le tour du monde ou c'est plutôt en solo. En solo. En solo. Et pourquoi? Comme je disais, le groupe, quand on a commencé à voyager, le premier voyage, par exemple, c'était des stages. C'était pour aller donner des stages, c'était pas pour aller faire un spectacle. Et des stages, parfois, c'est une personne qui y va. Donc, comme j'étais le chorégraphe, j'étais celui qui était choisi. Bon, après, c'était les autres membres. Certains sont allés rester, donc du coup, il n'y avait pas, il y avait pas moyen. Il y avait pas moyen. Le groupe s'est déstructuré. Voilà, donc un qui se mariait et qui ne voulait plus rentrer, l'autre qui trouvait sa vie là-bas. Donc, voilà. Donc, finalement, tous partis à l'aventure. Ouais. D'accord. Et vous êtes resté seul maintenant? Seul, je ne suis pas seul. Voilà. Je ne suis pas seul, mais bon, comme membre du groupe, oui. C'est bien de le dire comme ça. Est-ce que c'est la danse qui vous a permis de rencontrer votre partenaire, celle qui est devenue votre épouse aujourd'hui? Ben, je vais dire oui. Je crois il y a encore quelques jours, elle me disait « Ouais, mais je ne te vois plus danser. Avant, tu dansais pour m'impressionner. Maintenant, maintenant que nous sommes ensemble, c'est acquis, on fait voilà, moins d'efforts. on danse plus ensemble. » Ouais, vous l'avez rencontré où, si notre curiosité est acceptée? En réalité, c'était, je vais dire, peut-être derrière l'ambassadeur Solano, ambassadeur espagnol, je crois qu'il y a monsieur l'Espagnol qui est assis là. Ambassadeur d'Espagne au Cameroun. Au Cameroun, qui avait commencé déjà à nous inviter dans des soirées à l'ambassade. Donc, il a fait en sorte qu'on pouvait connaître un peu de monde. les membres de l'ambassade. Donc, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois, et voilà, je crois qu'il y avait déjà quelque chose qui nous attirait. Donc, je crois qu'à une soirée... Et la suite, ça a été de belles notes. Voilà, les parodie. D'accord. Ouais. Vous êtes aujourd'hui père de 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous leur transmettez comme valeur, comme enseignement? Bon, comme je disais, la rue m'a beaucoup enseigné. En ce moment, quand je parle à mes gosses, ouais, je leur dis toujours, écoutez, si je vous dis de faire ceci, c'est parce que moi, je l'ai vécu dans la rue, j'ai appris. Hein? Je sais qu'il y a d'autres qui se sont perdus dans la rue. Il y a des gens qui ont volé dans la rue et qui ne sont pas revenus. Ça, je le comprends. Mais celui qui a été là-bas a appris beaucoup de choses. Il connaît ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et quand vous leur dites ça, est-ce que vous avez l'impression que le message passe? Est-ce que vous serez peut-être un jour amené à envoyer vos enfants aller vivre un peu dans un bidonville bien souffrir, puis afin de comprendre le message? Ok, par exemple. Le faire? Ouais, je peux le faire et je ne peux pas le faire aussi. Donc, pourquoi? Ça dépend. Parce que moi, je l'ai vécu et ils peuvent vivre la rue chez moi, en fait. Bien sûr. C'est ça. Comment ils peuvent vivre la rue chez moi, je veux dire. Son histoire. Ouais, je veux dire, moi, déjà, à partir de mon histoire, je peux tout leur donner, comme je peux ne pas leur donner tout. D'accord. En tout cas, il serait mieux que vous leur donniez tout. Non, mais quand je dis tout donner, au fait, c'est parce que je n'avais pas tout, on ne m'a pas tout donné que j'ai pu avoir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je rappelle que votre épouse est espagnole. Exact. Voilà. Donc, et vous avez 2 enfants. Ouais. Un garçon et une fille? Un garçon et une fille. D'accord, ça se passe bien. Vous avez envie de les saluer? Oui. Ouais, juste par le prénom? Voilà, je les envoie un coucou à Nieves. En espagnol? Et que mi amor, que te quiero mucho. Oh, c'est beau ça. Ya tú lo sabes. Miriam y Kevin, un saludo grande. que les quiero a todos. C'est bon. Allez, c'est top. On va prendre des questions de nos chers amis internautes. Pas en espagnol, rassurez-vous, en français. En français. Avec Paulus Agathon, c'est pas son truc l'espagnol. Paulus, tu le fais en espagnol, hein? Non, j'ai plutôt fait l'allemand, mais je pense qu'il vaut mieux rester en français. Allez-y, mon cher Paul. Alors, Jean-Michel, je pense que dans l'ensemble, les internautes ont plus ou moins eu l'ensemble des réponses aux questions qu'ils se posaient. Hein, ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je peux lire entre autres Ousmane Dekarambé qui dit « Coucou à toute l'équipe de ce midi ». C'est un thème vraiment très éducatif, surtout à ceux qui ont perdu l'espoir en la vie. En tout cas, on en apprend beaucoup. Sinon, pour ce qui est des questions, l'ensemble des questions a eu réponse au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Alors, Avagis, quels sont vos rapports avec votre famille aujourd'hui, avec maman surtout, avec mémé? Est-ce qu'elles sont toutes en vie? Non, et bien sûr, tout le monde est... Alors, vos rapports, c'est quoi? On a des très bons rapports. Est-ce que vous avez, maintenant que votre vie a changé, ou depuis un moment, ou depuis que votre vie a changé, est-ce que vous avez aussi changé la vie de vos
parents tant qu'à faire? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, vous m'aviez demandé quand est-ce que j'ai su que j'avais réussi. Je vous ai parlé de Las Vegas, parce que vraiment, c'était le top. Mais je ne vous ai pas dit, c'était de voir ma mère aussi en Europe. Ouais. Vous voyez, c'était vraiment de la voir là avec moi dans l'avion et que c'est moi qui l'amène, comme elle m'amenait à l'école. Donc, je pense que j'ai de très bonnes relations avec ma famille. C'est super. Et donc, maman aujourd'hui vit où? Dans de meilleures conditions, grâce à vous? Elle veut rester dans son ghetto, elle est toujours dans son ghetto. Oh là! Oui, oui. Mais vous lui avez mis un split, vous avez changé la peinture? Non, mais elle est bien, elle est bien. Il y a une chose, on pense que vivre dans un ghetto, c'est être mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des douches avec des robinets qui vivent mieux que ceux qui se lavent avec des seaux. D'accord. C'est compris, on respecte donc son choix. Alors, vous avez un message à faire passer aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui? À tous les jeunes, tout ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Ça veut dire, sur tout ce qu'on peut faire dans la vie, on peut gagner sa vie avec. Si. Oui. Il suffit de bien le faire et d'y croire vraiment à fond. Parce qu'avant les autres, le premier, c'est toi. Donc, il est difficile. Le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de tomber et se relever. Ok. Wow. Muchas gracias, señor. De nada. Merci Por beaucoup. favor, la Allez, mañana. on embrasse la famille et puis bon courage, vous êtes à Abidjan depuis quelques mois. On vous souhaite de bons projets. Merci beaucoup. Puis, beaucoup de bonheur chez nous. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve en compagnie du docteur Linda Caboret, docteur en pharmacie, présidente d'Africa Santé Expo. C'est un événement qu'elle organise chaque année, qui rassemble des pharmaciens, des médecins et des tradipraticiens. Et puis je rappelle aussi qu'elle est marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Elle était avec nous au plateau hier. On a eu un échange très enrichissant. Mon cher Paulus Agathon, alors la situation déjà du jour en statistique? Ben écoute, en ce qui concerne la situation du jour, on va se référer au point du lundi 6 avril 2020 avec 62 nouveaux cas confirmés, ce qui porte désormais à 323 le nombre total de cas confirmés. On a 4 nouveaux guéris, donc désormais 41 le nombre total de guéris. Il n'y a eu aucun décès hier, donc on a le nombre total de décès qui est resté figé à 3. Eh bien, Jean-Michel, face à l'augmentation des cas positifs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a indiqué des sites qui doivent accueillir les malades et les populations pour la prise en charge du coronavirus. Ainsi, il est prévu des sites de quarantaine, de prise en charge des malades et des sites pour le prélèvement du dépistage volontaire. On va s'intéresser aux sites de prélèvement d'abord, puis aux sites de prise en charge des malades. En ce qui concerne les sites de prélèvement, nous avons, permettez-moi de l'afficher, voilà. Alors... Il y a le site de Yopougon, la BAE. Absolument, le complexe de la BAE. Nous avons également le complexe sportif d'Abobo, le foyer des jeunes de Marcory, la place Inch'Allah de Koumassi, ainsi que la place Seni Fofana de Port-Boué. Voilà, ce sont les sites de prélèvement. Je rappelle, le stade de la BAE à Yopougon, le complexe sportif d'Abobo, le foyer des jeunes de Marcory, la place Inch'Allah de Koumassi et la place Seni Fofana de Port-Boué. Voilà, excuse-moi, avec votre permission, s'il vous plaît. Oui. Je suis un enfant de Yopougon. Alors, on a déploré récemment des événements par rapport au site de la BAE à Yopougon. Je suis un enfant de Yopougon, il faut que je parle à mes frères. Au fait, c'est... Moi-même, là, mon cœur était moi-même. Mon cœur était moi. Quand ils ont dit qu'ils vont faire un site là-bas, mon cœur était moi. Après, j'ai compris, quand les autorités ont parlé de site de prélèvement, ce n'est pas un site où ils vont envoyer les malades. On peut pas, le gouvernement ne peut pas prendre malade pour envoyer au milieu de vous là-bas. C'est raisonnable. Et même si c'était le cas, moi, je ne vois pas des gouvernants en train de rendre malade leur population. S'il y a un gouvernement, c'est qu'il y a une population. Voilà. Donc, et puis, maladie, là, le gouvernement, là, il n'était pas obligé même d'investir sur nous. Maladie est venue, chacun est dans son coin. Mais s'ils prennent des milliards en train de construire des sites pour nous, et puis on dit que le virus ne se déplace pas, c'est nous qui déplaçons le virus. Alors, si toi, il n'y a pas de site, puis site de prélèvement, c'est-à-dire on va en faire les prélèvements, dépister pour voir si tu as la maladie. Si tu dois te déplacer, aller jusqu'à Cocody ou aller au CHU de 13, tu peux prendre la maladie quelque part là-bas. Mais tu es à Yopougon, tu vois que tu ne sens pas bien, tu tousses un peu, ton corps est chaud, tu vas directement à la BAE pour faire le prélèvement si tu es déclaré négatif. Voilà. Le gouvernement ne peut pas tuer sa population. S'il peut tuer la population, on met un coup de corona même dans l'avion, puis on verse dans toute la vie. Qui va faire quelque chose? Donc les gars, hein, gardez votre calme,
Et puis bon, voilà, continue mon frère. Alors, Philo, nous avons une question dans ce sens, mais on va y revenir tout à l'heure, puisqu'on a également les sites de prise en charge des malades avec la construction de préfabriqués. Voilà. On a le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville. On a le CHU de Cocody, le VITIB à Grand-Bassam, le CHU de Yopougon, l'hôpital militaire d'Abidjan, le complexe Jesse Jackson à Yopougon, l'hôpital général d'Anyama et le parc des sports à Trècheville. Merci à RTI Info pour cette plaquette qui nous permet de voir l'ensemble des différents sites. Vous pouvez d'ailleurs, voilà, on a également l'INJS qui est également le site de quarantaine. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, super. Docteur Linda Caboret, bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Une première question. Oui, bonjour, docteur. Une première question pour Lucie Agaton. Tout à fait. Alors, la première question, elle est de Stéphane Akishi qui demande: est-ce que la chaleur freine réellement la propagation du virus ou bien c'est une intox? Ce n'est pas tout à fait une intox, mais il faut savoir que ce n'est pas la chaleur, la température extérieure. Ambiante. La température ambiante, puisqu'on a vu qu'il y a des cas en Afrique. Ça a été des théories qui ont été faites au départ parce que l'Afrique était préservée. Mais effectivement, il est détruit, vous savez, quand on a 60 degrés, mais il est dans votre corps est en moyenne 37 degrés, 36,5, 38,5. Mais il vit, il est dedans. Donc c'est aussi de la chaleur. Quand vous voyez le nombre de cas qu'il y a en Afrique, on ne peut pas dire, c'est parce que c'est un nouveau virus méconnu. Les études sont en cours et tout le monde espère que les beaux jours dans les pays occidentaux vont permettre de diminuer la gravité, la virulence du virus. Mais nous, ça ne nous empêche pas de faire attention parce qu'il est dans l'air ici, puisqu'il y a des cas. Très Donc important. ce n'est pas la température de l'Afrique qui va diminuer les... Il ne faut pas croire à ça. Ok. Deuxième question. Alors, docteur, toujours dans ce sens, est-ce que c'est ce fait-là qui explique que sur les surfaces, au bout d'un certain temps, le virus n'est plus actif? Oui, il y a des heures. Je vous ai dit 4 heures, 5 heures sur les surfaces, 12 heures sur les vêtements, etc. Parce qu'il se détruit à l'air libre. Mais si on ne le voit pas, donc tout ça, ce sont des études qui sont faites au fur et à mesure. C'est un virus qui est apparu en décembre. Nous sommes en avril et on est en train d'étudier, enfin les scientifiques, les vrais, pas ceux d'Internet, les vrais scientifiques sont vraiment en train d'étudier le virus que là, le scientifique japonais, je vois vos images, a découvert qu'il pouvait rester dans la pièce en suspension, alors que la première théorie, c'est qu'il retombait au sol. D'accord. Là, je vois votre vidéo. Là, on est sur le mode de contamination. On est sur le mode de contamination et il y a des très, très fines particules qui peuvent rester dans l'air, une heure dans la pièce. Et c'est ce que je vous disais hier. Vous rentrez peut-être dans cette pièce-là. Il n'y a personne. Le plateau est vide. Or, il y a encore des fines particules de quelqu'un qui a éternué très fort ou toussé qui sont encore là. Donc, ceux-là, ils vont sortir, voilà. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'est Il pas faut très être sûr, masqué. il faut être masqué. Il faut être masqué. C'est pour ça que même je suis... Et dire qu'on étouffe. Tout le monde dit j'étouffe parce que c'est un phénomène nouveau et on n'est pas habitué à être masqué. Et moi, je suis asthmatique, par exemple. Donc, vous voyez que je suis légèrement un peu essoufflée, mais on n'a pas le choix. Donc, il vaut mieux être masqué, éviter Corona, que de prendre... Jean-Michel. D'accord. Alors, docteur, on parle de... J'ai une petite question, si vous me permettez. Alors, on est à plus de 300 cas aujourd'hui et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une éventualité que la chloroquine soit testée sur les patients? La chloroquine a été testée sur 25 malades en France. Chaque pays a ses spécificités. La chloroquine est connue ici déjà de nos scientifiques et de nous-mêmes sous le nom de Nuvaquine. La chloroquine a fait d'énormes dégâts en Afrique. Elle a été abandonnée
au profit des artémétères qui sont issus d'une plante. Docteur, quand vous parlez de dégâts, pour ceux qui ne comprennent pas ce dont enfin, ce que vous Oui, voulez non, dire, je- c'est quoi les je veux dégâts qui dire- ont été faits par la chloroquine en Afrique? Vous Ou la avez Nivaquine? tous pris de la nivaquine. Oui. Où ça donnait des démangeaisons, où ça donnait des atteintes de bourdonnement d'oreilles jusqu'à la surdité, où il y avait des problèmes d'hépatotoxicité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une étude qui a été faite dans 25 cas qu'on doit directement administrer 25, sur 25 personnes en France, 125 en Chine, qu'on doit directement administrer. Nos scientifiques ont fait des études de recherche, on a des laboratoires très bien équipés ici pour voir est-ce que la chloroquine fonctionnait sur les patients en Côte d'Ivoire. Et finalement? Il me semble que monsieur le ministre ou le DGS, le directeur général de la santé, est venu dire que la chloroquine pourra être utilisée en Côte d'Ivoire, mais les premiers guéris ont été guéris avec d'autres approches. Même le professeur Éolier est venu le dire. Et il y a même une usine à, comment ça s'appelle, à Bassam, qui est prête à produire 1 million de comprimés par jour. D'accord. Donc Merci. on se trompe de débat, c'est-à-dire que l'étude a été faite, les scientifiques l'ont, mais on ne peut plus en parler parce que moi, pharmacienne, j'ai vu ce que Internet a fait. D'accord. Les gens sont venus ramasser toute la chloroquine alors qu'elle soigne le lupus et les polyarthrites, et les malades de lupus et polyarthrite actuellement n'ont plus de médicaments et ont des douleurs atroces. On continue de parler de tout ça, docteur Linda Caboret, juste après la petite coupure publicitaire sur RTI. Mesdames et messieurs. Et voilà, le débat continue ici en plateau. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que l'émission est quasiment terminée. Oui, oui. Et- Alors, docteur, nous avons Marthe Passoli, voilà, Marthe Passoli sur la page Facebook qui demande comment faire pour rester positif en ces moments de pandémie. Alors justement, c'est pas facile parce que on est tous stressés, paniqués, avec une incertitude sur l'avenir et de voir que un petit microbe invisible a pu arrêter le Oui, oui. monde. Donc la consigne, simplement. Donc la consigne, c'est quoi? C'est que quand il y a l'association des psychiatres de Côte d'Ivoire qui vient de publier justement la conduite à tenir en cas de stress. Il ne nous reste plus que quelques secondes, donc non, on va faire quoi? Je sais. On retient Et quoi? la conduite, c'est déjà savoir faire la part des choses, des informations que vous recevez. Éviter les fake news. Éviter les fake news. Rester en contact avec votre monde. Faire du sport, même chez vous. De la marche. Écouter de la musique. Et il y a de la musique en ce moment. Et hein. méditer. Et on est en période de carême et bientôt de ramadan. Prier, méditer et se projeter et faire des projets d'avenir. C'est très très intéressant. Merci beaucoup. Bien dit, docteur Linda Caboret. Voilà, gardez la foi, on en sortira de cette histoire. Il y a des guérisons, donc c'est déjà un bon signe. Et puis, il y a la grâce du Seigneur, pourquoi pas, puisqu'on parlait de foi à l'instant. Merci à toutes nos équipes. Merci aussi, pour terminer, à Marie-Paul Acquès pour la tenue. Merci à Espérance Kouakou. Et puis, très très bonne journée demain. Caroline Da Silva et toute la famille autour de la table pour vous. Allez, très bonne journée sur RTI 1, mesdames et messieurs.